Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Ce matin, le monde se réveille dans un état de tension géopolitique et financière que 10 actus suffisent à peine à cartographier. 10 sujets à notre sommaire et ils forment ensemble un tableau cohérent et inquiétant de la recomposition brutale de l'ordre mondial. Au cœur de tout, le détroit d'Ormuz, fermé depuis fin février, attaqué à nouveau cette nuit, il fait grimper le Brent à 106 dollars ce matin. Mais derrière ce chiffre que tout le monde regarde, il y a des réalités que personne ne dit clairement et c'est notre travail de vous les exposer. Nous verrons pourquoi même la paix ne suffira pas à rouvrir rapidement le détroit, pourquoi une flotte fantôme de 500 navires continue d'alimenter l'Iran en devises, pourquoi les câbles Internet sous-marins sont devenus la prochaine menace silencieuse et pourquoi l'arsenal américain, épuisé en 39 jours de guerre, mettra 5 ans à se reconstituer, laissant une fenêtre de vulnérabilité que Pékin a parfaitement identifiée. Nous regarderons aussi ce que font les consommateurs américains sous pression, ce que prépare Bruxelles avec son plan Accelerate EU et comment Washington recompose ses alliances au sein de l'OTAN, avec une liste de bons et de mauvais élèves dont les valeurs de défense européenne les mieux positionnées ne sont pas celles que vous croyez. Et pendant que le monde regarde Hormuz, nous vous expliquerons pourquoi Singapour et la mer de Chine méridionale sont peut-être les vrais sujets de demain. 10 actus, un fil directeur, la géopolitique est devenue la première variable financière de 2026. Restez avec nous, le détail est dans les chiffres et les chiffres sont édifiants. Ce matin, 3 signaux convergent pour dessiner un tableau plus sombre que les marchés ne l'avaient anticipé. La crise du détroit d'Ormuz entre dans une phase critique et la profondeur réelle du choc commence seulement à être mesurée. Premier signal, le pétrole s'emballe. Le Brent s'échange à près de 106 dollars le baril ce matin, en hausse de 13% sur les 3 dernières séances. Aux États-Unis, les prix à la pompe ont atteint leur plus haut niveau depuis 4 ans. Une pression politique directe sur l'administration Trump et un signal d'alarme inflationniste pour l'ensemble des banques centrales occidentales. La mécanique est implacable. Chaque dollar supplémentaire sur le baril se propage aux prix alimentaires, aux transports, aux biens de consommation. Et ce n'est pas un risque théorique, c'est déjà dans les caddies. Deuxième signal, le Pentagone se fissure. Le secrétaire à la marine américaine a démissionné avec effet immédiat sans explication officielle. C'est le deuxième départ d'un haut responsable depuis le début du conflit, après le chef d'état-major de l'armée de terre. Ces départs surviennent alors que Pete Hegseth conduit une restructuration brutale de la hiérarchie militaire. Pour les marchés, l'instabilité au sommet de l'appareil de défense américain en temps de crise constitue un facteur de risque supplémentaire, impossible à quantifier mais impossible à ignorer. Troisième signal, le blocus est poreux et tout le monde le sait. Malgré les déclarations officielles, au moins 34 pétroliers et méthaniers liés à l'Iran ont franchi la ligne de blocus depuis le début du conflit. 2 pétroliers chargés à pleine capacité ont quitté le Golfe cette semaine même. Washington est pris dans une contradiction insurmontable. Serrer davantage le blocus ferait exploser les prix du pétrole mondial. Le relâcher envoie un signal de faiblesse à Téhéran. L'Europe, elle, joue sa propre partition. Le Royaume-Uni et la France coordonnent des planificateurs militaires de plus de 30 pays pour préparer la réouverture du détroit après la guerre, tout en résistant explicitement à l'appel de Trump d'une réouverture forcée. Une fracture transatlantique de plus. Diplomatiquement, l'impasse est totale. Téhéran refuse de négocier tant que le blocus est en vigueur. Washington refuse de lever le blocus sans garanties iraniennes. Entre les deux, des divisions internes au sein de la direction de Téhéran, les gardiens de la révolution iranienne poussant à la ligne dure et un cessez-le-feu que Fox News donnait à 5 jours d'expiration avant un démenti de la Maison-Blanche. Le Brent à 106 dollars, un Pentagone qui perd ses cadres, un blocus qui fuit, une diplomatie au point mort. Ce matin, les marchés n'ont pas besoin de modèles économétriques, ils ont juste besoin de regarder le détroit. Mais ce que les marchés n'ont pas encore intégré, c'est la durée. Car même si un accord était signé demain, 2 informations passées presque inaperçues cette semaine changent radicalement le calendrier de sortie de crise.
On parle de cessez-le-feu, de négociations, de diplomatie. Mais deux informations passées quasi inaperçues cette semaine changent radicalement le calendrier de sortie de crise et par conséquent les perspectives de marché. Premier signal, les mines. Le Pentagone estime qu'il pourrait falloir jusqu'à 6 mois pour déminer complètement le détroit d'Ormuz, selon des responsables américains cités par le Washington Post. L'Iran aurait posé plus de 20 mines, dont certaines guidées par GPS, rendant leur détection particulièrement difficile. Plus troublant encore, d'après le New York Times, l'Iran elle-même ne saurait plus précisément où se trouvent toutes ces mines. Le Pentagone a démenti, mais des élus des deux parties ont publiquement exprimé leur inquiétude. La conclusion s'impose, même si la paix était signée demain matin, le détroit pourrait rester impraticable pendant des mois. Pour les marchés pétroliers, c'est une information capitale. Un accord diplomatique ne fera pas mécaniquement chuter le Brent à $70. La prime de risque restera élevée tant qu'un pétrolier ne pourra pas traverser le détroit en toute sécurité et en toute certitude. Les économistes qui tablaient sur une normalisation rapide des prix de l'énergie en cas de cessez-le-feu doivent donc revoir leur modèle. Deuxième signal, encore plus inquiétant. Les câbles Internet. Un média iranien affilié aux gardiens de la révolution iranienne a publié cette semaine un article détaillant précisément l'infrastructure des câbles sous-marins qui transitent par le détroit d'Ormuz, 7 câbles majeurs reliant l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe. Le message est à peine voilé. Plus de 98% des données internationales transitent par ce type d'infrastructure et en cas de sabotage, aucune alternative viable n'existe. Les réparations prennent des semaines, parfois des mois. Les bourses de Dubaï et Doha, le commerce électronique régional, le trafic aérien, tout serait paralysé. Et contrairement au pétrole, il n'existe pas de route alternative pour détourner Internet. Les implications de portefeuille sont directes. Les valeurs de cybersécurité et d'infrastructures numériques alternatives, les satellites, les réseaux terrestres de contournement méritent une attention accrue. Les compagnies d'assurance maritime revoient déjà leurs primes et les entreprises exposées au Golfe intègrent désormais un risque numérique qu'elles n'avaient pas modélisé il y a 3 mois. La guerre se terminera, mais ces cicatrices, mines invisibles et câbles sectionnés pourraient empoisonner les marchés bien au-delà de la signature de la paix. Et pendant que le détroit reste bloqué en surface, une autre guerre se joue en profondeur sur les océans, à des milliers de kilomètres des zones de combat. Et cette semaine, elle a pris un tournant décisif. Pendant que les diplomates négocient, une autre guerre se joue en silence sur les océans. Cette semaine, elle a pris un tournant décisif. Des forces américaines ont raisonné mardi dernier le MT Tiffany dans l'océan Indien, un pétrolier sans pavillon chargé de brut iranien en route vers la Chine. Un nom inconnu du grand public, mais emblématique d'un système de contournement des sanctions qui prospère depuis des années. Selon l'organisation UANI, la flotte parallèle au service de l'Iran compte plus de 500 navires, une marine marchande clandestine à part entière, avec ses routes, ses codes et ses pavillons de complaisance. Le chiffre qui change tout, plus de 160 millions de barils de pétrole brut iraniens sont actuellement stockés sur des pétroliers flottants en attente de livraison, dont au moins 140 millions de barils au-delà de la zone de blocus américain. Ce matelas colossal permet à Téhéran de continuer à encaisser des revenus pétroliers malgré la guerre et à Pékin de s'approvisionner à prix réduit. Les analystes estiment que la Chine importe environ 1,4 million de barils par jour d'Iran, soit approximativement 12% de ses importations totales, officiellement déclarées comme provenant de Malaisie ou d'Indonésie. En interceptant le Tiffany, Washington envoie un message sans ambiguïté. Le blocus ne s'arrête plus aux ports iraniens, il s'étend désormais à l'ensemble de l'océan Indien. Cette extension des interdictions américaines modifie forcément l'évaluation des risques, estiment les experts. Pour les opérateurs de la flotte fantôme, naviguer sous pavillon de complaisance devient un pari risqué. Des hélicoptères peuvent surgir n'importe où, n'importe quand. Les implications pour les marchés sont directes. Si Washington parvient à assécher ses stocks flottants, Téhéran perdrait une source de financement vitale, raccourcissant potentiellement le conflit. Mais si la Chine choisit
choisi de défendre activement ses approvisionnements, le détroit de Malacca deviendrait le prochain point de friction et c'est une escalade d'une toute autre ampleur. Jusqu'à la moitié des importations pétrolières chinoises transitent par Hormuz et plus de la moitié par Malacca. Ce que Pékin appelle depuis longtemps son dilemme de Malacca n'a jamais été aussi pressant. Le vrai test aura lieu dans les prochains jours quand les pétroliers réactiveront leurs signaux en arrivant à destination. Les marchés du brut, eux, regardent chaque balise s'allumer ou disparaître, évidemment. Ce commerce clandestin du pétrole iranien a une contrepartie directe pour les consommateurs américains. Les données publiées cette semaine le confirment, mais leur lecture exige de la méthode. Les ventes au détail américaines ont bondi de 1,7% en mars, leur plus forte progression mensuelle en plus de 3 ans. À première vue, l'économie américaine semble résistante. Regardez de plus près, c'est une illusion statistique et elle mérite d'être décortiquée. Ce chiffre, c'est avant tout un chiffre d'essence. Les ventes en station-service ont explosé de 15,5% en un seul mois, porté mécaniquement par la flambée des prix du carburant consécutive à la fermeture du détroit d'Ormuz. Retirez les stations-service et la progression réelle tombe à 0,6%, bien en deçà du mois précédent. Autrement dit, les Américains n'ont pas consommé davantage, ils ont simplement payé plus cher pour faire le plein. La statistique mesure des dollars, pas des volumes. Et les dollars disparaissent dans les réservoirs. Le piège inflationniste se referme donc progressivement. Ces chiffres ne sont pas corrigés de l'inflation qui a elle-même bondi de 0,9% en mars, 3 fois son rythme de février. Les consommateurs résistent pour l'instant grâce au remboursement d'impôts, aux hausses de salaires récentes et au crédit, mais ces amortisseurs ont une durée de vie limitée et leurs effets s'épuisent chaque mois que la crise se prolonge. Les premiers signes d'arbitrage budgétaire apparaissent déjà, les dépenses dans les restaurants stagnent, les achats de vêtements marquent le pas et les ménages modestes, pour qui l'essence représente une part structurellement plus lourde du budget, réduisent leurs sorties et leurs dépenses discrétionnaires. Ce n'est pas encore une récession de la consommation, mais c'en est le prélude silencieux. Pour les marchés, la vraie question est celle du temps. Si le conflit iranien se règle dans les prochains mois, les dégâts resteront contenus et les entreprises de consommation courante retrouveront leurs marges. S'il se prolonge jusqu'à la fin de l'année, c'est l'ensemble de la demande intérieure américaine qui risque de s'éroder avec des répercussions directes sur les résultats des entreprises et les grands indices. La consommation américaine tient encore, mais elle tient par l'effet d'une guerre, pas par la vigueur de l'économie. C'est la nuance capitale pour tout investisseur ce matin. Ce choc sur les consommateurs américains a son miroir en Europe. Bruxelles a réagi cette semaine avec un plan d'urgence, mais entre l'ambition affichée et les moyens réels, le fossé est profond. L'Europe revit son cauchemar énergétique. La fermeture du détroit d'Ormuz a suffi à rallumer la mèche. Sans consommer un seul mégawatt de plus, les pays européens paient déjà plusieurs dizaines de milliards d'euros supplémentaires pour leurs importations de gaz, de pétrole et de carburants raffinés. La crise d'Ormuz n'a pas créé la vulnérabilité européenne, elle l'a révélée brutalement à ceux qui refusaient encore de la voir. Bruxelles a réagi hier avec un plan d'urgence baptisé Accelerate EU. Ce que prévoit concrètement ce plan, c'est la Commission européenne qui mise sur des aides ciblées, chaque chèque énergie, soutien direct aux entreprises exposées, plutôt que sur un plafonnement généralisé des prix jugé trop distorsif pour les signaux de marché. Elle pousse également les États membres à remplir leurs réserves gazières dès maintenant pour sécuriser l'hiver prochain, tout en leur laissant la latitude d'acheter progressivement pour éviter de payer le gaz au plus haut cet été. Sur le transport aérien, un observatoire des carburants sera mis en place, signal clair que le kérosène est sous tension avec des risques de perturbations estivales et de hausse sensible des prix du billet. Les implications de marché sont immédiates. La Commission européenne souhaite alléger la fiscalité sur l'électricité pour les ménages vulnérables et les industries stratégiques. Une bonne nouvelle structurelle pour les utilities électriques européennes. Le nucléaire est explicitement maintenu dans le mix énergétique aux côtés des renouvelables, ce qui sécurise les perspectives des opérateurs de centrales. Les infrastructures de réseau et d'interconnexion sont directement visées par les appels à investissement
accélérer, mais le défi central reste le financement. Bruxelles estime que plusieurs centaines de milliards d'euros devront être mobilisés chaque année d'ici 2030. Les fonds publics existants ne suffiront pas et la Commission le reconnaît explicitement en misant sur un appel massif aux capitaux privés. Pour les investisseurs obligataires et les fonds d'infrastructure, c'est un signal d'opportunité à surveiller. Les rendements ajustés aux risques sur ces actifs devraient s'améliorer à mesure que la demande institutionnelle se matérialisera. La crise iranienne aura au moins eu un mérite, forcer l'Europe à faire ce qu'elle repoussait depuis 2022. La souveraineté énergétique du continent n'est plus un horizon stratégique lointain, c'est une urgence budgétaire chiffrée et datée. Derrière le plan Accelerate EU et la flambée des prix se cache une responsabilité politique précise. Elle remonte à 2018, à une décision américaine dont les marchés paient aujourd'hui le prix. Donald Trump veut un accord nucléaire avec l'Iran. Un accord bien meilleur, dit-il, que celui signé par Barack Obama en 2015. Le problème est simple et brutal. C'est lui qui a torpillé le précédent. Les marchés paient aujourd'hui le prix de ce choix. Retour au fait, le JCPOA, soit les accords de Vienne, signés en 2015, avait contraint l'Iran à exporter 98% de ses stocks d'uranium enrichi et à démanteler les 2 tiers de ses centrifugeuses. Avant l'accord, l'Iran disposait de suffisamment de matière nucléaire pour fabriquer entre 8 et 10 bombes. Il n'en avait plus assez pour une seule après sa signature. En échange, Téhéran récupérait l'accès à ses avoirs gelés à l'étranger, environ 50 milliards de dollars, et reprenait ses exportations pétrolières sur les marchés internationaux. En 2018, Trump claque la porte, sans accord de remplacement ni stratégie de sortie clairement articulée. L'Iran accélère aussitôt son programme nucléaire. Résultat, lorsque les frappes américaines reprennent en 2025 puis en 2026, le programme iranien est considérablement plus avancé qu'il ne l'était en 2015. La guerre que Trump voulait éviter par la pression maximale devient inévitable et avec elle, la fermeture du détroit d'Ormuz, la flambée du pétrole à 106 dollars et le choc inflationniste que subissent aujourd'hui les ménages du monde entier. Ce que Trump entend par bien meilleur reste délibérément flou. Une dénucléarisation complète, l'intégration des missiles balistiques dans la négociation, un arrêt du financement des milices régionales. Chaque exigence supplémentaire réduit la probabilité d'un accord et prolonge d'autant l'instabilité sur les marchés. Pour les investisseurs, la leçon est directe. Chaque round de négociation avec Téhéran fait osciller les cours du brut, les valeurs de défense et les grands indices. Un accord crédible ferait immédiatement chuter les prix de l'énergie, soulageant la consommation américaine et la marge des entreprises. Un échec prolongerait l'instabilité jusqu'à fin 2026, avec des effets récessifs croissants sur l'ensemble de l'économie occidentale. Trump négocie aujourd'hui pour refermer une boîte de Pandore qu'il a lui-même ouverte. Les marchés, eux, attendent l'issue avec une impatience qui se chiffre en points d'indice et en dollars à la pompe. Et pendant que la diplomatie nucléaire se cherche, Washington a décidé de monétiser la sécurité collective d'une autre manière en notant ses alliés. Et les marchés européens de la défense en ont immédiatement ressenti le choc. La Maison-Blanche a franchi un cap inédit. Elle classe désormais ses alliés de l'OTAN en 2 catégories, les exemplaires et les défaillants. Un système de notation qui redessine l'architecture sécuritaire occidentale avec des implications financières immédiates pour les industriels de défense européens. Ce travail de catégorisation croise 2 critères. Le niveau des dépenses de défense, Trump exige 5% du PIB, un seuil que l'OTAN n'a jamais fixé collectivement et qu'aucun allié n'atteint aujourd'hui, et le positionnement lors de l'opération Epic Fury en Iran. La Pologne et la Roumanie émergent comme bénéficiaires prioritaires de cette nouvelle hiérarchie. À l'inverse, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni, qui ont freiné leur soutien aux opérations américaines, s'exposent à un désengagement aux lourdes conséquences industrielles. Les marchés ont rendu leur verdict cette semaine. BAE Systems a cédé 4,25%, Leonardo recule de 4,87%, Rheinmetall abandonne 2,64%. Ces baisses
reflètent une réalité concrète. Derrière chaque base militaire, chaque exercice conjoint, chaque contrat d'armement, il y a un industriel local, des chaînes de sous-traitance, des emplois. Si Washington redirige ses commandes vers ses alliés exemplaires, c'est toute une économie de défense qui se déplace géographiquement. Les industriels polonais et roumains, adossés à des gouvernements en bons termes avec l'administration Trump, sont idéalement positionnés pour capter cette manne. En Europe, les carnets de commandes dans le secteur de la défense dépassent structurellement les livraisons depuis plusieurs années, signalent que la demande s'accélère plus vite que les capacités de production. Les acteurs de ces deux pays pourraient bénéficier d'un effet d'aubaine durable. Pour les investisseurs en valeur européenne de défense, la sélectivité est désormais indispensable. Acheter le secteur en bloc ne suffit plus. Il faut identifier les bénéficiaires de la nouvelle géographie de l'Alliance et éviter ceux dont les gouvernements ont choisi l'autonomie stratégique plutôt que l'alignement washingtonien. Washington monétise la sécurité collective, l'Europe commence à calculer le prix de son autonomie et la correction boursière de cette semaine n'est peut-être qu'un avant-goût. Cette recomposition des alliances en Europe a un miroir en Asie et c'est un tout petit État stratégiquement placé entre les deux grandes puissances qui en formule le diagnostic le plus lucide. Pendant que Washington redistribue ses alliances en Europe, un autre front s'ouvre discrètement en Asie, et c'est Singapour, cité-État de 6 millions d'habitants, qui en formule le diagnostic le plus lucide. Le ministre des Affaires étrangères singapourien, Vivian Balakrishnan, a lâché cette semaine une phrase qui résume tout. Si une guerre éclatait entre la Chine et les États-Unis dans le Pacifique, ce que le monde observe dans le détroit d'Ormuz ne serait selon lui, qu'un simple exercice préparatoire. Un avertissement glacial et une invitation à regarder vers le détroit de Malacca. Ce détroit est l'artère financière du monde. À son point le plus étroit, il ne mesure que 2 miles nautiques contre 21 pour Ormuz, un goulot par lequel transite environ 40% du commerce maritime mondial, pétrole, gaz, semi-conducteurs, biens de consommation. Le bloquer, même partiellement, provoquerait un choc d'offres immédiat aux conséquences bien supérieures à la crise iranienne actuelle. Singapour refuse pourtant de choisir son camp et cet équilibre est lui-même une position stratégique. Les États-Unis sont le premier investisseur étranger de la cité-État avec 6 000 entreprises américaines implantées. La Chine est son premier partenaire commercial et Singapour est réciproquement le premier investisseur étranger en Chine. Un équilibre rare, presque insolent, que Balakrishnan assume sans détour. Nous serons utiles, mais nous ne serons pas exploités, a-t-il dit. Pour les marchés, ce positionnement a une valeur directe et croissante. Dans un monde où la confiance entre nations s'érode, entre tensions tarifaires américaines et conflits ukrainiens et crise iranienne, Singapour incarne une stabilité bankable. La cité-État se positionne comme le hub mondial des services de confiance, gestion des risques géopolitiques, cybersécurité, gouvernance de l'intelligence artificielle, arbitrage commercial entre blocs. Et pendant que les grandes puissances se disputent les alliances, les petits États stratégiquement placés monétisent leur neutralité. C'est peut-être la leçon géopolitique la plus rentable de cette séquence et l'une des moins bien pricées par les marchés. La neutralité de Singapour prend tout son sens quand on regarde ce qui se prépare dans son arrière-cour immédiate. Car pendant qu'Ormuz monopolise l'attention, une poudrière bien plus vaste se réchauffe en mer de Chine méridionale. Pendant que le monde regarde Ormuz, une autre poudrière s'embrase discrètement à 6000 km de là. Et celle-ci pourrait avoir des conséquences encore plus dévastatrices pour l'économie mondiale. L'exercice militaire conjoint américano-philippin, Balikatan, a débuté le 20 avril dans son édition la plus importante jamais organisée. Pour la première fois, le Japon y déploie des forces terrestres, 1400 hommes, dont 1000 soldats et des aéronefs. La réponse chinoise a été immédiate. Déploiement du Sichuan, navire d'assaut amphibie de nouvelle génération surnommé le premier porte-avions drone au monde, et passage du porte-avions Liaoning dans le détroit de Taïwan avec 8 chasseurs J-15 à bord. Les signaux militaires sont lisibles pour qui veut bien les lire. Souvenez-vous de ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères de Singapour cette semaine. Si une guerre éclatait entre la Chine et les États-Unis dans le Pacifique,
ce que le monde observe à Hormuz ne serait qu'un exercice préparatoire. Ce n'était pas une métaphore. La mer de Chine méridionale concentre certaines des routes commerciales les plus denses de la planète. Le détroit de Malacca, par lequel transite plus de la moitié des importations pétrolières chinoises, en est le verrou stratégique. Une escalade ici, c'est Hormuz multiplié par 10. La dimension financière est concrète et chiffrable. Taïwan produit plus de 90% des semi-conducteurs les plus avancés du monde. Toute perturbation dans le détroit de Taïwan se traduirait en quelques semaines par des ruptures d'approvisionnement catastrophiques pour l'ensemble de l'industrie mondiale, qu'elle soit automobile, de défense, de l'intelligence artificielle ou bien encore de l'électronique grand public. Les marchés n'ont pas encore intégré ce risque dans leur valorisation. Aucune prime de risque géopolitique significative n'apparaît dans les cours des grandes valeurs technologiques exposées à la chaîne de production taïwanaise. Le signal le plus inquiétant n'est pas militaire, il est calendaire. Ces exercices incluent pour la première fois des volets cybernétiques et spatiaux, et ils se déroulent alors que Washington est déjà engagé sur le front iranien, que ses relations avec Pékin sont fragilisées par les arraisonnements de pétroliers, que Trump reçoit Xi Jinping dans 3 semaines. Hormuz paralyse 20% du pétrole mondial. Malacca et le détroit de Taïwan, c'est l'ensemble de l'économie numérique et énergétique mondiale qui est en jeu. Ce matin, les marchés regardent le mauvais détroit. Cette montée des tensions en mer de Chine méridionale survient au pire moment possible. Un rapport publié cette semaine révèle en effet que 39 jours de guerre contre l'Iran ont déjà sérieusement entamé les stocks de missiles stratégiques américains. Un rapport publié cette semaine par le Centre d'études stratégiques et internationales de Washington, le CSIS, l'une des références mondiales en matière d'analyse de défense, révèle une réalité que l'administration Trump minimise publiquement, mais que les marchés doivent intégrer immédiatement. En 39 jours de guerre contre l'Iran, les États-Unis ont consommé une part considérable de leur stock de missiles stratégiques. Le réapprovisionnement prendra entre 3 et 5 ans. Les chiffres sont saisissants. Entre 52 et 80% des intercepteurs THAAD, ces missiles conçus spécifiquement pour abattre les missiles balistiques, ont été utilisés. Plus de 61% des missiles Patriot sont partis. Environ 30% des Tomahawks tirés depuis la mer contre plus de 13 000 cibles iraniennes ont été consommés. Les missiles furtifs JSSM et les SM-3, SM-6 ont chacun perdu plus de 20% de leur stock en moins de 6 semaines. La conclusion du CSIS est sans appel. Les stocks actuels restent insuffisants pour soutenir une guerre contre l'Iran, mais ils sont insuffisants pour un conflit. Ils sont suffisants pour une guerre contre l'Iran, mais ils sont insuffisants pour un conflit contre un adversaire de puissance comparable. Lisez la Chine. À l'heure où Pékin déploie ses porte-avions en mer de Chine méridionale, en réponse aux exercices Balikatan, cette vulnérabilité n'est pas théorique, elle est opérationnelle et immédiate. Et Moscou, Pékin et Téhéran l'ont parfaitement identifié. Pour les marchés de défense, c'est un signal d'achat structurel avec une visibilité de carnet de commandes exceptionnelle. Washington doit reconstituer ses arsenaux en urgence. Raytheon pour les Patriots et les SM-6, Lockheed Martin pour les THAAD et les JSM, General Dynamics pour les Tomahawk. Ces contrats sont déjà signés, mais la montée en cadence industrielle prend du temps, précisément là où réside l'opportunité pour les investisseurs patients. En Europe, la même logique s'applique. Les alliés de l'OTAN, qui ont consommé leur propre stock en soutien aux opérations américaines, sont dans une situation symétrique. Le paradoxe politique est donc réel. Trump affirme publiquement qu'il n'y a pas de pénurie de munitions, tout en demandant en parallèle au Congrès des financements supplémentaires d'urgence pour les missiles. Les marchés, eux, ne lisent pas les déclarations, ils lisent les contrats de défense, et ces contrats disent exactement le contraire. 39 jours de guerre ont creusé un trou dans l'arsenal américain qui prendra 5 ans à être comblé. Pour les industriels de défense, c'est une visibilité de long terme rarissime. Pour la stabilité géopolitique mondiale, c'est une fenêtre de vulnérabilité ouverte et les adversaires des États-Unis le savent. Juste avant de passer à ce que les marchés vont regarder aujourd'hui, juste une information de dernière minute, puisqu'on apprend que concernant les négociations entre Israël et le Liban, Beyrouth
devrait proposer aujourd'hui un cessez-le-feu compris entre 20 et 40 jours. Voilà donc pour le tour de l'actualité de ces dernières heures. Regardons donc maintenant ce que les investisseurs vont regarder de près aujourd'hui. Plein de choses évidemment, vous en doutez, la géopolitique, l'évolution donc des accords de paix ou de cessez-le-feu entre Israël et le Liban, l'évolution éventuellement d'un deuxième round de négociations entre l'Iran et les États-Unis. Côté macroéconomique, ce sont les PMI qui seront scrutés de très près. Il y a quelques instants, ce sont les PMI français qui sont tombés. Par ailleurs, donc on regardera ce qu'il en est pour les PMI allemands. En France, le PMI manufacturier sortait à 52,8 points contre 50 points arrêtés en avril. C'est une première estimation. Il repasse au-dessus de la zone de contraction puisqu'il était à 49,5. Il était estimé à 49,5 par les économistes. Par contre, pour les services, il est à 46,5 mesuré en première estimation contre 48,5 attendu par les économistes et contre 48,8 arrêté au mois de mars. Sinon, ce sont les PMI en Allemagne qui seront publiés dans un peu moins de 4 minutes. Et sinon, c'est du côté des États-Unis qu'il faudra se diriger puisqu'on sera attentif à l'évolution du marché de l'emploi avec les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine passée et également donc, les indicateurs avancés d'activité, PMI service à 15h45 et PMI manufacturier à 15h45. Enfin, côté micro, beaucoup de publications aujourd'hui en France, Saint-France, Sanofi, Vinci, Orange, Saint-Gobain, Dassault Systèmes. Et aux États-Unis, on sera attentif à la publication d'Intel Corporation, d'American Express et de l'Union Pacific Corporation. Voilà donc pour les informations, les données que les investisseurs vont suivre particulièrement aujourd'hui. Jetons à présent un coup d'œil sur les réactions des grandes places boursières mondiales lors de la séance d'hier. Et les bourses européennes ont terminé dans le rouge hier mercredi, malgré la prolongation de la trêve au Moyen-Orient par Donald Trump. Les investisseurs restent sceptiques quant à la durabilité de l'apaisement avec l'Iran et intègrent surtout un impact énergétique potentiellement plus lourd pour l'Europe que pour les États-Unis. Le marché oscille ainsi entre amélioration perçue et risque géopolitique persistant. Paris a perdu 0,96%, Francfort a lâché 0,31%, Londres a cédé 0,21% et Milan a abandonné 0,25%. La bourse de New York a terminé, elle, en nette hausse portée par l'optimisme autour de la prolongation de la trêve au Moyen-Orient. L'appétit pour le risque revient donc sur les marchés américains dans un contexte où la détente géopolitique, et même si elle est fragile, eh bien elle suffit à relancer la dynamique haussière. Le Nasdaq a gagné 1,64% et le S&P 500 1,05%, inscrivant tous les deux nouveaux records historiques. Quant au Dow Jones, il a également progressé, ayant gagné 0,69%. Enfin, les cours du pétrole ont nettement progressé hier, malgré la prolongation par Donald Trump de la trêve avec l'Iran. Le marché reste focalisé sur le double blocage persistant du détroit d'Ormuz, véritable artère énergétique mondiale. Le Brent pour livraison juin a bondi de 3,48%, clôturant à 101,91 $, une première au-dessus des $100 depuis plus de 2 semaines. Le WTI, référence américaine pour livraison juin, a suivi la même trajectoire, gagnant 3,67% à 92,96 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 23 avril 2026 et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons le chrono DAX d'Éric Seban. À tout de suite sur TF1.